Charles-Martin Kroum, je suis professeur de psychologie à l'école de psychologues praticiens de Paris. Je dirige le laboratoire vulnérabilité, capacité, rétablissement de mon école. Alors, j'y suis depuis 2 ans. Avant, j'ai eu plusieurs vies professionnelles. J'ai ensuite donc été professeur d'éducation physique pendant 18 ans et après enseignant-chercheur dans une université en France où je formais essentiellement des enseignants. Maintenant, j'ai complètement changé de métier puisque je forme des psychologues et parmi les psychologues, notamment des psychologues qui vont travailler en environnement organisationnel, donc des psychologues du travail et psychothérapeutes. Je suis chercheur associé aussi au laboratoire APMAC, qui est un laboratoire de santé publique à Metz, en France. Peut-être que l'une des premières pratiques qu'on devrait adopter entre nous, ce serait la bienveillance envers soi-même ou autocompassion. Alors, en France, quand on dit autocompassion, ça peut être mal interprété. C'est pour ça que certains collègues préfèrent parler de bienveillance envers soi-même, envers les autres. Bienveillance envers soi-même, envers les autres, c'est-à-dire faire preuve de gentillesse vis-à-vis de soi, vis-à-vis de… Ça passe aussi par soi, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits, nous commettons des erreurs. Donc, il y a des moments, c'est juste l'accepter, se dire que quelqu'un d'autre confronté à la même situation, finalement, aurait aussi eu des difficultés. Ça ne doit pas nous empêcher de vouloir corriger nos erreurs, de vouloir progresser, c'est pas ça. C'est juste, plutôt que de ruminer, plutôt que de se sentir mal avec ça, être capable d'accepter les choses pour avancer. Et bien sûr, faire preuve du même état d'esprit envers les personnes avec lesquelles on travaille, de manière aussi à accepter leur point de vue, accepter leur manière de se comporter, leur manière de réagir, surtout là, face au Covid, puisqu'il s'agit quand même d'une maladie qui a tué plusieurs dizaines de milliers de personnes dans le monde et qui a rendu énormément de personnes malades. Donc, on ne peut pas traiter ça à la légère. Et que les personnes qui ont peur, sans doute, ce sont celles qui mettent aussi les autres en danger, qui se mettent en danger elles-mêmes, mais qui mettent aussi les autres en danger. Donc, sans doute que l'une des premières, j'ai bien dit l'une des premières, mais en fait, il y en a plusieurs que je mettrais comme première. Je ne vais pas les hiérarchiser. Donc, faire preuve de bienveillance, faire preuve de gentillesse vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi. Après, qu'est-ce qui est de nature à nous rendre anxieux et à rendre nos collaborateurs anxieux et à nous rendre nous-mêmes anxieux? C'est l'éventuelle perception qu'on a d'un manque de contrôle sur l'environnement. Et je pense que c'est plus qu'une perception. Effectivement, les choses nous échappent. Donc, il y a énormément de choses qui nous échappent, c'est comme ça. Mais par contre, il y a énormément de choses qui sont sous notre contrôle à nous. Comment réagissons-nous? Est-ce que nous restons en situation de confinement en pyjama toute la journée? Est-ce que moi, j'ai juste une chemise là et puis en dessous, je suis en pyjama et je suis resté en pyjama toute la journée? Puisque ça, c'est des choses qu'on a pu observer. Voilà, est-ce qu'on continue à prendre soin de nous? Est-ce qu'on a un rythme de travail? Est-ce qu'on se lève le matin ou pas? Est-ce que le soir, on continue à se coucher comme on le fait habituellement? Ou est-ce qu'au contraire, on veille très très tard? Est-ce qu'on garde une activité physique? On sait que l'activité physique a des effets extrêmement bénéfiques sur la santé des personnes. Du coup, en tant qu'intervenant avec des équipes, je ne pourrais qu'encourager les personnes à être actives et à leur donner aussi la possibilité d'être actives. C'est-à-dire que si la charge de travail que je leur impose, c'est une charge de travail qui fait que de toute façon, ils vont avoir 10 heures de télétravail par jour, je ne vois pas où est la place pour elles pour prendre soin d'elles-mêmes. Une troisième chose, ce serait rester optimiste. Sans aucun doute, certains parmi vous diraient comment? Je pense qu'il est extrêmement important que les personnes continuent à se projeter vers l'avenir, être optimiste et se projeter vers l'avenir. Donc, se projeter vers l'avenir avec des buts à atteindre, des buts qu'on peut envisager comme étant des buts personnels ou des buts d'équipe. Donc, des buts à atteindre, des buts pas forcément imposés. J'aurais plutôt tendance à considérer qu'il faudrait mieux que ce soit des buts négociés, voire des buts qui viendraient des personnes de manière à venir nourrir une motivation autonome chez les salariés. Donc, s'assurer que ces buts correspondent bien à des choses qui fassent sens à la personne. Donc, ça, c'est un premier aspect des choses. Et deuxième aspect des choses, c'est la manière d'atteindre ces buts. C'est ce qu'on appelle la composante opératoire. Donc, laisser de la latitude aux personnes pour qu'elles puissent atteindre les buts. Alors, c'est bien sûr déterminant en fonction de l'emploi. Si vous êtes dans un service d'innovation et de recherche, c'est extrêmement important parce que si vous avez un environnement extrêmement contrôlant, donc contrôlant en termes d'imposer les choses, du coup, vous allez tuer la créativité chez les personnes.
Donc, si vous voulez que les personnes soient créatives, il faut forcément leur laisser une marge de liberté. Être dans une logique plutôt optimiste, en développant l'espoir chez les personnes, c'est leur permettre d'avoir des buts qui correspondent à leurs valeurs, qui fassent sens, qui soient des buts qui les nourrissent intrinsèquement et leur donner une certaine latitude pour atteindre ces buts. Dans la gestion des événements, considérer que quand quelque chose se produit, la cause qui est invoquée, c'est une cause qui est contrôlable. Et si ce qui se passe est plutôt quelque chose de bien, considérer que cette cause contrôlable, elle est plutôt générale et elle est plutôt stable, alors que si c'est plutôt quelque chose, une erreur, ou si c'est de l'adversité, considérer toujours que c'est contrôlable, mais que c'est instable et que c'est spécifique à la situation. Alors, pourquoi ? Parce que souvent, en situation difficile, on a tendance à exagérer les choses, à donner un niveau de généralité qui est absolument pas du tout conforme à la réalité des faits. Vous savez, la petite phrase ouais, c'est comme d'habitude, c'est à chaque fois pareil. Quoi que je fasse, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ben, alors, si c'est des choses bien, c'est bien. En revanche, si un salarié commet une erreur et qu'on réagit comme ça avec lui, je pense que ce n'est pas le meilleur moyen de l'amener à faire face et de l'amener à être plus performant après. Mais évidemment, en tant que manager, il faut être honnête. Quand je dis être honnête, c'est qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que ce qui nous intéresse, c'est que le salarié en question, lors d'une prochaine négociation, lors d'une prochaine échéance, soit performant, ou est-ce qu'on cherche un moyen de l'écarter de l'entreprise? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Moi, je reste dans l'idée qu'on veut le garder, qu'il a pu se tromper, que c'est forcément pas satisfaisant pour lui. Et en psychologie positive, on ne viendra pas vous dire ah ben, on a perdu beaucoup d'argent, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Non, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt t'es déçu, je comprends que tu sois déçu. Oui, ça met l'équipe un peu en situation délicate, mais raconte-moi ce qui s'est passé et venir derrière se focaliser sur les solutions. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce que tu as fait, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu gardes? Et dans ce que tu voudrais changer, comment tu changerais? On revient sur le comment. Et là, en tant que manager, on a différents moyens puisque on a quand même des outils techniques. Donc, du coup, imaginons, on est en télétravail et on ne sait pas se servir de Teams. Ce n'est pas compliqué de mettre en place une formation très rapide qui va permettre à la personne de maîtriser à minima un outil qui va lui permettre de travailler. Donc, on est sur des choses qui sont techniques. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose de stable. Donc, si on est en situation d'échec par rapport à la non-maîtrise d'un outil, ce n'est pas stable parce qu'il suffit de se mettre en formation et puis on va apprendre. On voit bien que ce n'est pas général, c'est spécifique à un outil. Donc, ce type de position est extrêmement important. On pourrait considérer que c'est avoir une vision optimiste du monde. Avoir une vision optimiste du monde, c'est considérer qu'on a un minimum d'emprise sur les choses, que quand il se passe quelque chose de bien, quand c'est pour les autres, pas hésiter à généraliser et à considérer que ce qui a conduit à la réussite, c'est plutôt quelque chose de stable. Et à l'inverse, quand c'est des situations d'erreur, toujours du contrôle, mais sur des choses qui ne sont pas stables. Autrement dit, on va pouvoir apprendre et considérer que c'est spécifique à une chose particulière.